Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, découvrir Descartes en un mot avec Descartes en deux mots. C'est ce que propose le jeu Philo-Défi. On découvre d'ailleurs pas seulement Descartes, et il y a aussi une application. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Stéphane Marciro. L'anti-sèche d'Amal Laoui, habituellement, vous savez, on vous parle de la façon dont l'actu résonne dans les programmes. Là, c'est vraiment une actu scolaire, le début des révisions pour le bac philo. Ça tombe bien, on a Stéphane Marciro en plateau et on va raconter l'histoire de la philo au lycée. Amal, vous la retrouverez également à l'heure de la récréation. Philo toujours, cette fois sur TikTok pour parler d'un autre défi, une citation philosophique par jour et pendant un an. Et puis enfin, pour clore l'émission, le cours particulier de Marie-Olivier, plus de philo, mais toujours un jeu de cartes, c'est la fresque du climat, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Apprendre la philo de 7 à 77 ans et même au-delà, mais quand même particulièrement à l'école, au collège et au lycée, c'est l'objectif de Philo-Défi. C'est un jeu conçu par un professeur de philosophie poitevin, Stéphane Marciro. Il est l'invité de notre Grand Oral. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. En plus, vous êtes venu les mains pleines de cartes, de posters, de tout ce qui compose ce jeu Philo-Défi. On va évidemment jouer un tout petit peu parce qu'on ne va pas se gêner. Je disais que ça pouvait servir de 7 à 77 ans, mais quand même, vous l'avez initialement conçu plutôt pour des élèves de la primaire au bac. C'est quoi les objectifs? L'objectif, c'est de permettre aux élèves de rentrer dans l'univers d'un philosophe pour le comprendre, le mémoriser et ensuite être capable d'argumenter dans le cadre d'une dissertation, par exemple, pour les élèves de terminale. C'est ce que vous faites au quotidien, ceci dit, comme professeur. Qu'est-ce que ça change d'utiliser le jeu? Eh bien, en fait, ça change un certain nombre de choses. C'est que les élèves vont être en mode collaboratif. Par exemple, je vais mettre par groupe de 3. Et ils sont beaucoup plus stimulés. Ils apprennent beaucoup plus vite. Alors, ça n'empêche pas de faire un cours classique, bien sûr. Mais ça donne un plus dans la mémorisation et puis la stimulation en vue des révisions, par exemple, pour le bac ou des bacs blancs. Jeux physiques, des cartes, vous les voyez, elles sont sur le plateau. Une app aussi qui permet de jouer sur son smartphone. Bon, on va tester. Amal, vous voulez bien collaborer avec moi? Allez. Coopérer. Oui, allez. Collaborer sur un petit côté 1940 que j'aime pas. Coopérons. Alors, comment on fait? Donc, alors, on a posé, il y a Descartes, Rousseau, Marx. Voilà, on a choisi trois auteurs qui sont de trois époques différentes. Okay. Je mélange les cartes parce qu'Amal, elle les a mises dans un ordre qui l'arrange, mais on se dit on coopère. Hein. Donc voilà. On mélange les cartes. Alors pour chaque auteur, il y a 7 notions. Okay. Et puis l'idée, c'est que vous allez essayer de retrouver la notion et de la placer pour le bon philosophe. Donc il faut que j'ai un peu bossé avant quand même. Alors oui, là on fait un jeu qui est facile à mettre en œuvre rapidement, mais on va pouvoir en tout cas, vous allez voir, c'est autocorrectif. C'est que vous pouvez très vite vérifier si vous avez la bonne ou mauvaise réponse. D'accord. C'est-à-dire pour chaque carte, il y a un signe dans le coin. Par exemple, Marx, c'est la faucille et le marteau. Ouais. Rousseau, c'est le contrat social. Descartes, c'est le discours de la méthode. Ouais. Donc là, vous avez une phase qui est neutre. Alors on y va, on joue. Avec les notions. Et vous allez voir les réponses assez rapidement. Tadam! Facile. Là, il faut qu'on va commenter quand même. Le travail et le capital. Ouais. Karl Marx pour le travail et le capital. Et alors je retourne la carte et j'apprends derrière que dans le système capitaliste, le travailleur est humilié, exploité, car son travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Une société juste... Alors d'un point de vue marxiste, hein, je cite quand même, je précise que c'est pas un message patron, je rigole. Une société juste, au contraire, doit valoriser le travail qui est fondamental et définit l'homme. En effet, le travail humanise l'homme, développe ses capacités naturelles, intellectuelles et sociales. Le travail est le premier bien de l'homme. Le capital, quant à lui, doit demeurer un moyen et non une fin. Voilà. Et après, j'ai tout mémorisé. On en fait une deuxième? Allez. L'homme est libre et perfectible. Bon, je ne sais pas Marx. Rousseau? Ouais, moi je crois, parce que en plus c'est intéressant pour School TV, mais il y a toute la notion d'éducabilité chez Rousseau. Oui, tout à fait. On est d'accord? Pas mal, hein? Ça tombe bien. Rousseau dans une chaîne sur l'éducation, normalement on y arrive. Et effectivement, alors oui, je me gourre, lui il dit perfectibilité. Et pas éducabilité. Ok, allez, une petite dernière. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. Descartes? Non. Rousseau alors? Rousseau. D'accord, super. Mais là, on apprend. Elle est compliquée celle-là. Il y a en tout homme un principe inné de justice et de vertu, la conscience. Le principe, génial. Hein. On continuera, on rejouera peut-être tout à l'heure. On jouera tout à l'heure ouais, avec super. Marie. Oui, Marie, on va la conseiller. Elle est joueuse. Elle est joueuse, surtout. Je pense qu'elle est bonne en philo, Marie. Le principe, la manière dont vous avez conçu tout ça, vous vous êtes inspiré de ce qu'on appelle les cartes mentales, je crois. Exactement. Expliquons un peu ce que c'est. Une carte mentale, par exemple, vous allez à Île de Ré, vous allez mettre le mot Île de Ré au centre et autour tout ce que vous allez faire durant ce séjour. Aller à la plage, barbecue, etc. On va faire la même chose pour un philosophe. D'accord. Vous prenez des cartes, on le met au centre, et autour, eh bien, la méthode, les animaux-machines, la question de Dieu qui soutient le monde, sinon le monde s'écroule. Donc, et ça, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un dessinateur vraiment remarquable,
Olivier Fagnière, qui nous a permis d'avoir un univers très bien dessiné. Alors, je lui fais des croquis assez précis, bien sûr, mais après, il l'a mise en scène et les élèves retiennent les cartes avec l'univers qui est présenté à chaque fois. Donc, des cartes, par exemple, je ne sais pas si on pourra le voir, mais c'est des cartes qui sont montées sur un cheval pour montrer que l'homme domine la nature. Des cartes qui se regardent dans un miroir pour appeler le cogito, le fameux je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Exactement, cogito ergo sum. Donc tout va faire sens pour qu'on retienne l'image, l'histoire qui est racontée dans une scène comme un tableau peint. Voilà. Donc que j'ai une mémoire, comme on dit, visuelle, on pourrait dire que ça s'adresse autre, d'abord... etc. Ça va m'aider. Ça a très bien fonctionné pour les élèves qui ont une mémoire visuelle, mais aussi, on va aussi s'appuyer sur l'auditif, parce que beaucoup de jeux vont être des jeux collaboratifs où les élèves vont parler et argumenter. Par exemple, on va avoir un jeu qui s'appelle l'incarnation philosophique. Par exemple, on prend un sujet type bac, tiens, que peut-on savoir de soi? Peut-être que vous, Amal, vous allez choisir Descartes, parce que vous pensez au cogito. Peut-être que vous penserez à Socrate, avec la seule chose que j'ai, c'est que je ne sais rien, ou connais-toi toi-même, etc. Moi, peut-être que je penserai à Freud. Et on va poser les cartes qui correspondent à notre auteur en argumentant. Pourquoi penseriez-vous à Freud, Stéphane? Non, c'est parce que c'est l'inconscient Freudito, c'est que j'étais en train de... J'essayais de vous prouver que je suis. Philo défi, c'est un super jeu pour découvrir la philo. Évidemment, ça peut servir quand on est en classe, mais ça peut aussi servir en dehors de la classe. On va vous retrouver tout à l'heure, Stéphane, vous êtes l'invité de notre grand oral. On continue à parler philo, l'anti-sèche, Amal Laoui. Amal, rebonjour. Rebonjour Emmanuel. L'anti-sèche, la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité chez les révisions du bac philo. On va donc raconter depuis quand et comment la philosophie est enseignée au lycée. Oui, la philosophie est enseignée au lycée, donc dans les classes de terminale générale et technologique. L'objectif est de, je cite le site de l'Éducation nationale, favoriser l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement et lui offrir une culture philosophique initiale. Donc l'enseignement de la philosophie vise à développer chez les élèves le souci de l'interrogation et de la vérité, l'aptitude à l'analyse et l'autonomie de la pensée. Alors son but est aussi de permettre à chaque élève de s'orienter dans les problèmes majeurs de l'existence et de la pensée. La pratique de la philosophie stimule la réflexion, incite à l'analyse, contribue à la formation du jugement et favorise l'accession à l'autonomie. Donc cette pratique qui encourage le développement de la réflexion personnelle a des conséquences sur la découverte de soi et donc sur l'élaboration d'un projet personnel d'orientation et sur la construction d'un projet professionnel également. Et la philo est une survivante, elle est au programme du bac depuis la création du bac. Oui, c'est ça, la Révolution française qui a supprimé les universités, a fait disparaître le bac. Donc Napoléon Bonaparte le remet en place en 1808 par le décret du 17 mars 1808. Donc cet examen marque la fin des études secondaires et ouvre donc l'accès à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat a connu sa première session en 1809. Est-ce que vous savez combien il y avait de candidats ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, il y en avait 31 C'est une sorte d'art de l'approximation. Vous saviez combien? 30, elle vient de le dire. Et combien l'ont eu alors, le taux de réussite? 21. Ah bah pas mal. Oui, pas mal. En tout cas, à l'époque, il y avait trois épreuves orales au programme, une épreuve sur les auteurs classiques, une épreuve de rhétorique et donc une épreuve de philosophie. Donc l'enseignement de la philosophie est donc depuis le Premier Empire une matière obligatoire réservée à la dernière année du lycée. Et il faut savoir que de nombreux lycées sensibilisent leurs élèves à la philo dès la première, voire la seconde. L'importance de la philosophie dans l'enseignement secondaire est très spécifique à la France et c'est hérité d'une tradition qui remonte au collège des Jésuites au XVIIIe siècle. On date souvent le début, alors c'est plus vrai aujourd'hui, mais le début du baccalauréat avec l'épreuve de philo, ça a longtemps été vrai, ça l'a jamais été pour les bacs pro, ça l'est de moins en moins pour les autres disciplines avec la réforme du bac. Néanmoins, pourquoi on passe le bac si tôt? Alors, philo, j'entends. on passe le bac de philo en premier depuis 1970. À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, c'est Edgar Faure. Et ce changement, en fait, il a eu lieu lorsque l'épreuve de français a arrêté d'être au programme en fin de terminale. C'est donc la philosophie qui a été placée comme première épreuve du baccalauréat. Il n'y a pas aussi des raisons... Stéphane, c'est long à corriger quand même une copie de philo, ça se fait pas en... Ah oui, il faut en général 20-25 minutes pour une... Par copie, facilement, ouais. Oui. Oui, donc il y a aussi des raisons pratiques puisque c'est en philosophie qu'il y a le plus de copies à corriger. Cette épreuve est passée donc par tous les étudiants inscrits au baccalauréat. Il faut savoir qu'il y a peu de correcteurs car peu de professeurs, ce qui explique aussi pourquoi l'épreuve de philosophie... Il faut s'y prendre tôt, c'est pourquoi donc l'épreuve de philo est placée avant les autres, donc c'est tout simplement pour qu'elle puisse être corrigée à temps, puisqu'il faut corriger, hein, c'est 4 heures d'épreuve, donc ils ont le temps de rédiger. Eh ouais.
Amal, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. J'ai une mini-question sur ces programmes. Stéphane Marciro, Amal le disait, le but est de favoriser l'accès de chaque élève à l'exercice réfléchi du jugement. C'est la seule discipline scolaire dans laquelle on pratique ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on demande à l'élève de philosopher. En histoire, on ne vous demande pas de devenir historien, en maths, de devenir mathématicien. On vous demande d'apprendre l'histoire, d'apprendre les maths. C'est très spécial, ça c'est important. Oui, c'est très important. Et j'aurais ajouté dans ce que vous avez dit, qui était très, très pertinent, qui est aussi le fait d'exercer le débat démocratique, de comprendre qu'il peut y avoir dans l'histoire de la philosophie des points de vue très différents sur la question du rapport à la nature, de la question de Dieu, du statut de l'homme. Et les élèves, en se frottant à cela, se rendent compte qu'il y a une diversité, qu'ils n'ont pas, eux, la science infuse, et que des personnes de renom ont pu dire des choses très diverses. Donc c'est vraiment le débat démocratique qui est cultivé, qui ouvre l'esprit. Et on fait des citoyens avec ça. Exactement. Stéphane Marciro, prof de philo, inventeur d'un jeu de cartes Philo Défi, et l'invité du Grand Oral. On reprend ce Grand Oral. Philo Défi, donc, qui permet de développer une méthode originale pour comprendre et mémoriser les grands philosophes. Vous avez là Aristote, Bergson, Descartes, Freud, Hegel, Kant, Marx, Nietzsche, Pascal. Je ne vais pas tous les citer. Comment vous avez choisi d'ailleurs les philosophes? Parce que vous n'avez pas mis tous les auteurs recommandés au programme. J'ai pas mis tous les auteurs, mais les principaux. En tout cas, ceux dont on trouve le plus de textes dans les manuels scolaires. Malheureusement, effectivement, il n'y a pas de femmes dans les 12 philosophes qui sont là. Parce que Simone Weil, Hannah Arendt, il y a des textes, mais 2 ou 3. Et j'ai besoin d'avoir des auteurs qui sont un peu plus représentés, et aussi que pour que chaque auteur, j'ai au moins 7 notions différentes à illustrer dans l'image. Voilà. Donc c'était le manuel plus la richesse des textes dont je disposais. Quel est le rôle, on a joué tout à l'heure en début d'émission brièvement avec Amal, mais quel est le rôle par exemple du professeur quand on utilise Philo Défi en classe? Et j'imagine d'ailleurs que ce n'est pas le même rôle selon qu'on l'utilise à l'école primaire ou en classe de terminale. Oui, exactement. Parce que j'anime aussi des ateliers de philosophie pour enfants, donc les petits, on va davantage les guider, être toujours là. Les plus grands, c'est presque frustrant, mais je les mets en route, je leur explique la règle du jeu, et après, pendant 1h30, ils peuvent être très autonomes. Donc moi, je circule entre étapes, vérifie que ça se passe bien, répondre à des questions, mais c'est aussi un des avantages. Cultiver l'autonomie, on trouve ça beaucoup chez Freinet, Montessori. Donc les élèves vont mettre par groupe de 3, et puis ils vont faire le jeu de questions-réponses, le jeu que vous avez fait aussi, qui est la réussite cartésienne. Donc ils ont 9 niveaux de jeu, ils les font à leur rythme, et ils sont autonomes. Donc le professeur disparaît un petit peu, et d'un autre côté, il y a un peu de bruit qui apparaît, puisque les élèves vont discuter. Donc c'est des choses qu'il faut gérer. Avec précaution, qu'il faut gérer. Il ne faut pas que les classes des collègues soient en devoir à ce moment-là de part et d'autre de votre classe, sinon ça peut un peu perturber. Mais en général, les collègues se disent Marciro, il tient pas sa classe. Ouais, voilà, c'est le bordel, c'est Marciro. Comment est née l'idée, l'étincelle, le moment où vous dites, vous, prof de philo, tiens, je vais inventer un jeu de cartes? Je crois que c'est parti d'une tentative de répondre différemment ou mieux aux besoins de vos élèves. C'est parti de là. C'est vrai que c'est parti de là et de l'observation de mes élèves. C'est Louise Groux qui est artiste aujourd'hui, qui dessine, mais qui dessinait dans tous les cours, que ce soit en littérature, philo, histoire, géo. Et je passais voir ce C'était une de vos élèves? Une de mes élèves, donc ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années. Ouais. Et j'avais vu lors du cours sur Descartes qui dessinait Descartes souvent la peau d'un cheval et envoyait les rouages, les ressorts, les tuyaux. C'est la thèse des animaux-machines. Et elle avait très bien illustré, alors de façon très artistique, c'était très beau son dessin, la thèse des animaux-machines. Et je me suis dit, mais si on avait quelque chose de similaire pour toutes les notions, bien pour les élèves, ce serait merveilleux. Enfin, on aurait des tableaux, la philosophie en bande dessinée, mais une belle bande dessinée. Donc ça cheminait. Donc j'ai fait des essais, j'ai testé, et puis on est arrivé, voilà, au bout de quelques années, à un jeu complet avec des images pour chacun des philosophes. Mais c'est surtout l'observation du réel de mes élèves qui a été l'élément déclencheur. Dans ce réel, il y a parfois le manque de motivation, et là vous dites par exemple le jeu, c'est génial pour ça. Oui, c'est vrai que nos élèves ont besoin d'être motivés. Ils ont besoin d'aller vite aussi dans l'apprentissage. Donc là, le fait d'avoir un jeu de cartes qui manipule, de changer assez rapidement de jeu, ça les motive. Et même des élèves qui peuvent être un peu en difficulté se procurent le jeu, ils jouent. Alors, ils jouent aussi à l'application et ils se prennent au jeu, littéralement. Et j'ai des élèves qui, en début d'année, étaient un peu en difficulté, qui se retrouvent un peu à battre ceux qui étaient les meilleurs au départ parce qu'ils ont essayé encore et encore. Et à la fin, ils maîtrisent toutes les notions. Vous avez décliné sous forme d'application. On voit que l'image a un rôle très important dans le jeu, puisque les cartes sont richement illustrées des deux côtés. Je ne sais pas si on va le voir sur cette petite carte, mais enfin voilà, là nous avons Karl Marx, hop, et de l'autre côté nous avons des illustrations. Il y a aussi le fait qu'ils vivent dans un monde d'images, non? Que vous vous êtes dit, tiens, finalement, si j'utilise cette caractéristique du monde d'aujourd'hui, ça peut marcher mieux. Et l'appli, c'est ça aussi.
C'est ça. Et en plus, c'est le format d'un téléphone portable. C'est le format des cartes Dixit, donc des formats qui sont très classiques. Donc, ils ont l'image dans la main. Voilà, on rentre un peu dans leur univers. Mais on les emmène aussi du côté de l'univers des adultes ou de la culture générale avec du vrai contenu. C'est-à-dire que pour chacun des philosophes, il y a 7 grandes notions. Donc, lorsqu'ils ont maîtrisé 12 auteurs, 12 x 7, ça fait 84, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont quand même un grand nombre de notions. C'est Amal qui fait les maths. Ils ont un grand nombre de notions en tête et la culture générale est acquise. Beaucoup de parents sont sensibles à la notion de transmission d'un patrimoine culturel aussi. Voilà. Stéphane, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du grand oral. On va prendre une heure de récré, enfin une heure de récré. On appelle ça l'heure de la récré, elle dure plutôt 3 minutes. Mais vous allez voir, on va continuer à parler philo et on va retrouver les écrans. Amal. Et on va compléter tout ce qu'on fait sur la philo depuis le début de cette émission en apprenant quelques citations. Oui, grâce à ce TikToker, chaque jour, eh bien, il nous propose une nouvelle citation dans cette vidéo. Et là, il nous explique une citation de Sartre, regardez. Prends une citation par jour pendant 1 an. Épisode 63. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Cette citation de Sartre est régulièrement qualifiée de paradoxale. Je t'explique. Comme le dit l'auteur, il est évident qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut dans la vie. Pourtant, il affirme également que malgré cela, nous sommes responsables de notre nature, de ce que nous sommes. C'est donc là que le paradoxe survient. C'est bien la vie qu'on mène qui nous définit, mais si dans celle-ci on ne peut pas faire tout ce que l'on veut comme l'affirme Sartre, alors pourquoi devrait-on être tenu responsable de ce que l'on est devenu? Allez, je te laisse méditer sur ça et tu peux t'abonner juste là. Voilà, connaître des citations par cœur, alors ça peut permettre de briller en société, ça peut aussi permettre de gagner des points dans une copie d'examen. Mais pas... Il y a des règles quand même. Oui, à condition que la citation serve nos propos. Voilà. On va pas sortir des citations comme ça, en tout cas dans une dissertation en français ou en philosophie ou lors d'une épreuve orale. Eh bien, les citations peuvent faire gagner quelques points aux élèves. Citer des auteurs dans un commentaire de texte ou une dissertation peut être un bon moyen de montrer à son correcteur que l'on a compris les enjeux d'un sujet. La citation permet d'illustrer ou d'appuyer ce que l'on veut dire. Elle met en valeur les connaissances littéraires et les lectures. Alors, on a vu cet exemple sur TikTok, mais en fait, Internet regorge de citations. On a l'embarras du choix pour trouver. Pour le bac de philo, par exemple, eh bien, il y a de nombreux sites qui proposent des listes de citations en lien avec le programme, des citations donc, qui apprennent à comprendre sur ces sites. On nous explique aussi comment les utiliser. Une liste de citations, c'est une série d'outils qu'il faut utiliser correctement. Il faut s'en servir comme exemple et non pas comme argument pour enrichir son texte et structurer son raisonnement. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Il faut que les élèves utilisent à bon escient les citations, comme vous l'avez dit. Donc, il faut éviter l'effet catalogue. Voilà. La pire copie, c'est l'élève qui comme le disait déroule... Marx, comme le disait Descartes, comme le disait Rousseau. Oui, voilà, c'est ça. On déroule le catalogue et on voit pas les liens et ça sert à rien. Donc, il vaut mieux 1 ou 2 citations bien maîtrisées, bien comprises. Alors, moi, je conseille aux élèves d'exploiter les citations qu'ils ont vues avec leurs enseignants durant l'année. A priori, ils les ont situées dans un texte, dans un contexte. Donc, c'est mieux. Et en même temps, il faut qu'ils fassent un plan, qu'ils argumentent. Donc la citation, c'est un outil qu'il faut mettre en avant, si on peut. Mais s'il n'y a pas de citation, c'est pas pour autant que la dissertation sera ratée. Donc ça peut rassurer nos élèves s'ils ont un sujet sur lequel il n'y a aucune citation, mais qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont compris les enjeux, comme vous l'avez évoqué. Eh bien, la dissertation peut quand même être tout à fait acceptée. Si j'avais su tout ça. Amal, merci beaucoup. On retrouve Stéphane Marciro pour la suite du grand oral. 12 auteurs et 12 cartes pour résumer la pensée des philosophes. Et pour chaque philosophe, 7 notions essentielles. Chaque notion reprend d'ailleurs un détail visuel de la carte auteur accompagné d'une explication. C'est le principe de Philodéfie. Plein de façons aussi de jouer à Philodéfie. Le jeu physique, l'appli, et on peut jouer pour tous les âges. On travaille aussi sa mémoire quand même. C'est dans un monde où on zappe énormément, où les jeunes, les lycéens en particulier, passent d'un sujet à l'autre, ça peut aider. Exactement. Et comme vous dites, on travaille sur la mémoire et on va travailler sous 3 formes. La mémoire kinesthésique, parce que le corps est impliqué puisqu'on va manipuler les cartes. Et ça, c'est très important. On va avoir le visuel, donc mémoire visuelle, et mémoire auditive, puisque les élèves vont argumenter. Mais je reviens sur le kinesthésique qu'on a tendance à un peu dénigrer, le fait de prendre des cartes, saisir une carte, de les manipuler, de lire. Ça implique le corps. Et on sait par exemple que le geste d'écriture est important pour la mémorisation. Mais là, le jeu, en impliquant le corps, eh bien, beaucoup d'élèves s'y retrouvent et ça donne une dynamique très positive en galvanisant ces 3 formes d'intelligence. Stéphane Marciro, écoutez, alors quand on joue, il y a des gagnants, des perdants. Quand on va à l'école, on a des bonnes notes, des mauvaises notes. Bref, il y a une dimension d'évaluation. Vous nous avez dit au début, on coopère, ils se mettent en groupe, etc. Donc finalement, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. C'est le savoir qui gagne.
Oui, c'est un peu l'idée. En tout cas, pour pas qu'il y ait de genre alpha. Vous savez, le genre alpha, c'est celui qui gagne tout. C'est comme le mal alpha qui écrase tout le monde. Voilà, les autres après ont plus envie de jouer une fois qu'ils ont compris qu'il y en avait un qui allait tout rafler. Donc là, la plupart des jeux sont collaboratifs pour que justement les élèves soient une forme d'entraînement. Par exemple, si on joue ensemble et que vous maîtrisez très bien par exemple Karl Marx ou Freud et que dans le jeu vous allez argumenter, eh bien Amal et moi-même nous allons apprendre de ce que vous allez dire. Donc on a tout intérêt, si vous voulez, à valoriser ce que l'on sait. Mais comme on est dans une dimension collaborative, eh bien on va continuer d'avoir envie de jouer ensemble parce qu'il n'y en a pas un qui l'emporte et qui pourrait entre guillemets se moquer des autres. Il y a juste un jeu qui est un jeu compétitif que mes élèves ont voulu que je développe. C'est eux qui vous ont demandé. Oui, c'est question pour le champion. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit qui a dit le travail et le capital, et le premier qui met la main sur la bonne carte a gagné. Alors ça fait très vite, exactement, c'est très vite. Vous avez gagné ? C'est ça, vous avez gagné, c'était Marx. Je suis le joueur alpha. Mais les élèves, ils aiment ce jeu-là. Mal jouer. Pardon, parce que c'est pas bien du tout. Non, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. Ouais, je sais, c'est plus dur. Je ne sais pas. Bravo. Donc, alors c'est vrai que c'est un jeu qui peut jouer par exemple les parents avec les petits-enfants ou les grands-parents avec les enfants. Et du fait qu'il n'y ait pas de dimension compétitive, que ce soit collaboratif, toutes les générations peuvent aussi jouer ensemble. Et on peut aussi, vous avez fait une version poster, je crois, pour à l'école primaire, on peut déjà se sensibiliser à tous ces auteurs et à toutes ces notions. Exactement. On a développé les posters pour animer les ateliers dans les classes pour les enfants et aussi les cartes à colorier ou à personnaliser. Oui, ça. Donc, vous voyez, très bien, oui, je me permets. Bien sûr. Ah ouais, génial. Ça, c'est celle de Socrate. Okay. C'est-à-dire que quand je fais un atelier avec les enfants vont avoir l'équivalent de la carte auteur, mais ils vont la colorier, ils vont écrire sur la carte. Alors je dis les enfants. Ah ouais, dites. Et derrière, il y a les notions. Alors non, les enfants vont les ajouter, vont écrire. Enfin, les notions, il y a le dessin qui m'aide à faire des choses un peu mnémotechniques, non ? C'est ça. J'ai la ciguë, là, par exemple, c'est ça ? Exactement. Parce qu'il y a une coupe avec une tête de mort. Vous avez la maïotique, l'individu qui sort de l'œuf, comme une renaissance. Vous avez le démon Socratique. C'est quoi ça ? Ils sont pas gentils, ceux-là. C'est ceux qui vont condamner Socrate à mort. Ah oui, c'est ça, voilà. Ils le condamnent, vous voyez, parce qu'il va corrompre la jeunesse, parce qu'il croit en de faux dieux. On voit les doigts accusateurs. Et puis il y a des mouches pour dire qu'ils ne sont pas gentils, c'est ça ou c'est Socrate qui se compare à un temps. Vous savez, le temps, c'est une mouche qui pique et qui inflige une piqûre très douloureuse. Au sens où qui vient déranger l'ordre établi, c'est ça ? C'est exactement ça. Et donc les élèves. C'est marrant votre truc parce que ça revient finalement. Vous voyez, ça marche en fait. C'est des tableaux de connaissances, mais en fait, j'ai rien inventé parce que ça existait déjà il y a quelques dizaines d'années. Développé quand même. Plusieurs milliers d'exemplaires vendus déjà. L'appli, elle est téléchargée, je crois, également plusieurs milliers de fois. Alors on a plus de 4000 téléchargements pour l'application. Voilà, c'est génial. Et alors, est-ce que vous voyez des résultats, vous, comme prof, avec vos élèves ? Est-ce que être élève de Stéphane Marciro aujourd'hui, c'est mieux qu'il y a 15 ans parce qu'on a de meilleures notes au bac ? Alors je pense que pour les élèves, c'est mieux qu'il y a 15 ans parce que avec le temps, on prend plus d'assurance. Il y a 15 ans, j'étais un mauvais prof, c'était une horreur. Il y a 15 ans, peut-être que j'étais plus sur le mode d'un cours magistral, je dois le reconnaître. C'était pas. Bon. Cours magistral, vous arriviez, vous délivriez votre savoir, et c'est ça, comme vous avez dit. Je faisais peu travailler en groupe, je faisais pas plusieurs corrections sur une copie, comme on en a parlé tout à l'heure en introduction. Il n'y avait pas cette dimension ludique. Donc, je pense finalement, vous avez appris aussi beaucoup. Oui. Il y a eu une maïotique avec les élèves. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant quand on est enseignant, c'est qu'on peut faire évoluer sa propre pratique grâce à nos élèves, à l'observation de nos élèves aussi. Donc, on n'est pas figé à un moment donné. Et de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de pouvoir développer des choses différentes. Philo, défi, un formidable jeu de cartes. Je vous propose de découvrir un autre jeu de cartes qui permet de parler climat. C'est le cours particulier de Marie-Olivier. Merci Amal. Merci Amal. On continue avec un jeu de cartes toujours, mais un jeu de cartes qui permet de prendre du recul autrement que par la philo et sur un grand défi de notre temps. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour faire la transition, la philosophie de l'environnement est un champ qui se développe de nos jours. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la fresque du climat. Et là, vous allez m'apprendre des choses parce que j'ai vu jouer à la fresque du climat dans des festivals, dans des événements, mais plutôt des jeunes adultes ou des adultes. Ça existe aussi pour les plus jeunes alors ? Oui, c'est vrai. On peut s'en servir pour les enfants ? Oui, tout à fait. La fresque du climat est un jeu à destination des adultes, mais pas seulement. Elle a une version junior pour les 9-14 ans et une version simplifiée pour les 14-18 ans. Alors on résume, c'est quoi la fresque du climat ? On devine que ça parle du climat. Tout à fait. L'association a été fondée en 2015 et l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de sensibiliser un large public aux enjeux climatiques et aux défis qu'il représente pour la société, tout ceci par le jeu. Alors même question que tout à l'heure à Stéphane Marciro, pourquoi ils ont choisi de faire un jeu ? Parce qu'il y a des tas d'autres exemples. Il y a une BD d'ailleurs de Jean Covici qui est sortie tout récemment, Un monde sans fin. Oui, tout à fait. C'est un autre moyen de le vulgariser, de sensibiliser à ces sujets et de les vulgariser, pardon. Et d'ailleurs, Jean-Marc Jancovici, dont vous parliez, qui est donc un membre du Haut Conseil pour le climat, est l'un des porteurs de la fresque. Je le cite, le réchauffement climatique, comment ça marche ? Première option, pour avoir la réponse, c'est lire un rapport du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Résultat assuré, mais 2000 pages à parcourir. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Deuxième option pour avoir la réponse, jouer à la fresque du climat. Ce jeu permet de faire comprendre les principaux mécanismes à l'œuvre dans ce dossier éminemment complexe. L'essayer, c'est l'approuver.
Voilà. Et en fait, le créateur de la fresque du climat, Cédric Ringebach, il donnait des cours, lui aussi, sur les enjeux climatiques depuis une dizaine d'années. Et un jour, il s'est dit, il a voulu créer un atelier un peu plus interactif pour sensibiliser ses élèves. C'est vraiment la même idée. C'est comment je produis de l'interactivité pour sensibiliser. Comment il l'a créé alors cet atelier? Il a imaginé des cartes qui représentaient à la fois les causes et les effets du changement climatique. Il s'est aperçu que ce moyen pédagogique fonctionnait bien et était intéressant pour se représenter les enjeux, notamment sous la forme d'une carte mentale. Comment on joue alors concrètement? Alors, chaque atelier a 6 à 20 participants avec un animateur qui accompagne. Et d'ailleurs, certaines fresques peuvent aussi se faire en ligne aujourd'hui. Il y a 3 temps. Le premier, c'est la réflexion et la discussion autour des enjeux, des causes. On essaie de faire des liens entre ce qui cause le changement climatique et les conséquences. Les effets, oui. Le deuxième, c'est la créativité. Donc là, les participants tissent des liens, écrivent sur du papier avec leur stylo, ils décorent leurs fresques, etc. Et le troisième, c'est la discussion. Et là, c'est un partage de connaissances, des tours de parole et vraiment autour des solutions à trouver. Quels sont les effets de la participation à la fresque? Le jeu est basé sur des données scientifiques de référence. Les cartes sont tirées des rapports spéciaux commandés par l'ONU et rédigés aussi par le GIEC. C'est un outil neutre et vraiment objectif qui sensibilise. Aujourd'hui, la fresque du climat a touché plus de 350 000 participants dans 50 pays. C'est un jeu qui est toujours collaboratif. Toujours. On coopère en permanence, quel que soit les âges. Tout à fait. Et alors, on culpabilise pas un tantinet quand on joue à ce jeu-là? On sort avec la... C'est le risque. Mais c'est le risque. Mais détrompez-vous, l'intelligence collective est vraiment mobilisée. En fait, les gens en sortent plus vraiment soudés et ils essaient de trouver des solutions collectivement face à ces défis qui sont immenses. Et évidemment, pour les enfants, c'est très, très utile puisque c'est eux qui seront directement confrontés à ces enjeux. Merci beaucoup. Marie. Avec plaisir. Savez-vous qui, de Descartes, ouais, forcément, je le fais, de Descartes, de Rousseau ou de Marx a dit « La nature a fait l'homme heureux et bon ». J'ai choisi la nature parce que fresque du climat, il y a un concept quand même. Je pense que c'est Rousseau. Bravo. Chapeau bas. Alors moi, je dois confesser que je me suis beaucoup gouré, parce qu'on a révisé quand même, il ne faut pas se ridiculiser totalement, entre Rousseau et Marx. Mais ça a permis de montrer que Marx avait beaucoup puisé dans la pensée de Rousseau. Exactement, notamment autour de la question de la propriété privée. Merci mille fois. Développement, moi ce que je trouve toujours très intéressant dans tout ça, c'est cette façon de partir des besoins des élèves, et de mettre l'élève au centre des réflexions. On se la procure comment cette boîte Philo-Défi? Vous pouvez la commander sur le site www.philodéfi.fr, mais vous pouvez normalement la commander dans toute librairie, puisqu'on a un distributeur diffuseur national, que ce soit en France, même en Belgique, on peut le commander. Donc c'est par le biais d'Audin, D-A-U-D-I-N, votre libraire peut le commander. Mais sinon, sur le site, ça marche très bien. Super. Et l'app, on la télécharge? L'application gratuite et sans publicité. Gratuite? Mais comment vous financez tout ça? Eh bien, je ne touche pas mes droits d'auteur et on les met dans l'application. Elle est forte. Une petite larme pour l'auteur. C'est un vrai plaisir. Et puis, en fait, c'est vraiment un outil que j'ai développé pour mes élèves. Donc, si ça marche et que ça rapporte plus, si ça rend service, tant mieux. Mais l'idée d'abord, c'est que puis en plus, on intéresse que les élèves fassent de la philosophie, qu'ils aiment, ne serait-ce parce que c'est mon métier. Et puis, je disais tout à l'heure, il y a une importance capitale pour la vie démocratique et former des bons citoyens. Donc, si ça peut favoriser l'émergence de la philosophie et la pratique de la philosophie, on aura tous gagné. Et vous êtes heureux? Oui. C'est génial. Et nous aussi. L'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature. Descartes. Elle est ici, Marie, 20 sur 20. En fait, il n'y avait pas le joueur alpha, c'était la joueuse alpha. Et c'était elle. Et moi, j'étais le joueur oméga. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Stéphane Marciro. On joue à Philo-Défi. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Allez, on va jouer tous ensemble avec Laure Audemont qui habituellement nous maquille, avec Marine Plantec qui prépare l'émission assistée par Charles Fontaine. Et puis en régie au son, Maxence Mougin, à la réalisation Lauriane Bouet. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.